Bien, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux pour cette séance de rentrée. On va donc parler de géopolitique et entreprise. C'est un thème à la fois un peu ancien, mais qui a pris une actualité nouvelle. Le fait que les grandes entreprises, les multinationales ou les entreprises de taille importante puissent avoir un rôle géopolitique, on le sait, on a vu le rôle positif ou négatif des unes et des autres, Bhopal, ITT au Chili, etc. Après, il y a eu bien sûr une fragilité des entreprises qui, de par leur notoriété, peuvent être sommées d'arrêter d'investir dans tel pays, de mieux respecter le droit des enfants. On se rappelle des démêlés, par exemple, de Total il y a déjà longtemps en Birmanie. Et bon. Mais on peut dire qu'une actualité nouvelle a été donnée à ce thème avec la guerre en Ukraine, puisque là, il y a eu à la fois une pression des gouvernements, des opinions, pour que des entreprises quittent un territoire sur lequel elles étaient établies depuis longtemps, dont elles tiraient avantage, et elles n'ont pas eu vraiment le choix que de faire cela. Donc, est-ce que le risque géopolitique n'a pas été suffisamment anticipé? Est-ce que les entreprises seront de plus en plus soumises à ce jeu et finalement, ce n'est pas business as usual. On voit bien que les simples règles du commerce sont effectivement ne sont pas les seules qui puissent tenir compte de cela. Je pense aussi, puisque l'IRIS est une école, mais on le voit aussi puisqu'on fait pas mal de conférences, c'est que les entreprises doivent également tenir compte des impératifs géopolitiques pour pouvoir embaucher des jeunes talents qui sont également de plus en plus sensibles de la façon dont les entreprises gèrent leurs relations. On a monté un programme qu'on va développer sur lequel Sylvie dira quelques mots tout à l'heure. Je voulais donc enfin remercier, moi je ne dis que quelques mots d'accueil parce que ce n'était pas vraiment ma spécialité. Et je laisse, avant de laisser la parole à Sylvie, je vous laisse la parole, madame, au nom d'Entreprise et Progrès. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue au nom d'Entreprise et Progrès, remercier l'IRIS de nous accueillir ce soir, vous dire un petit mot sur Entreprise et Progrès. On est une association de dirigeants qui a été créée il y a 50 ans par François Dalle et Antoine Riboud pour favoriser l'articulation de la performance économique et de la performance sociale. Donc, on a le social, on a l'humain chevillé au corps et on est convaincu que l'entreprise est un acteur essentiel de la vie de la cité et qu'elle a un rôle sociétal à jouer. Alors, l'actualité nous a rattrapés, la guerre en Ukraine, vous le mentionniez, mais l'entreprise est confrontée à plein de sujets. Ça peut être le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, ça peut être l'avortement, l'interdiction de l'avortement aux États-Unis qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a un sujet en ce moment qui est la Coupe du Monde au Qatar aussi, qui cause beaucoup de débats dans les entreprises. Et donc, on a souhaité, avec l'IRIS, travailler sur le sujet pour comprendre est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des bonnes méthodes. Alors, on arrive à la conclusion qu'il n'y en a pas vraiment. On a en revanche un modèle qu'on va vous partager aujourd'hui à la suite de cette conversation. Mais en tout cas, nous, notre volonté, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans la façon dont l'entreprise, de plus en plus, est considérée comme un acteur politique. Je voulais simplement remercier nos invités. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à Christine Duraud qui va animer ce débat. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci à tous. Donc bonjour. Donc cette table ronde, vous l'avez compris, c'est le point d'orgue enfin d'un travail qu'on a lancé en janvier 2022 avec Patrick Dumière, qui est coprésident du chantier, qu'on avait appelé à l'époque l'entreprise acteur du jeu démocratique dans un monde qui l'est de moins en moins. Donc on avait démarré en janvier 2002, comme d'habitude chez Entreprise et Progrès, des ateliers, des intervenants, et puis pas comme d'habitude, effectivement, comme le disait Marion, une actualité qui a propulsé le sujet sur le devant de la scène. Je pense qu'il n'y a pas de jour, je crois qu'hier, il y avait un débat sur la question des Ouïghours. La couverture de The Economist cette semaine, c'est sur les États-Unis d'Amérique, etc., etc. Donc effectivement, on a eu des ateliers. Comme toujours aussi chez Entreprise et Progrès, on a voulu que ces travaux ne restent pas en l'air et soient matérialisés. Donc il y a une publication que je ne vais pas vous lire ce soir, hein, mais sur laquelle on va rebondir. Une publication qui est qui se veut courte, facile, orienté entreprise, le plus opérationnel sur un sujet qui est quand même particulièrement complexe, donc avec des clés de lecture qui peuvent constituer un modèle pour les entreprises confrontées à ces défis. On a identifié 3 grands défis démocratiques, et une huitaine à peu près d'orientation, de bonnes pratiques. Donc,
c'est sur quelques-unes de ces orientations et bonnes pratiques que je vais animer le débat et les prises de parole ce soir, sachant que, vu le plateau, effectivement, de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'angler un peu tout ça. Je ferai donc réagir les invités sur quelques points. Je voulais d'ailleurs le remercier. Nos invités, je vais les présenter rapidement parce que normalement ils n'ont pas besoin d'être présentés, mais donc Sylvie Mateli, directrice générale de l'IRIS, donc, qui a participé à un de nos ateliers, qui nous invite ce soir, Pierre-André de Chalandard, le représentant de l'entreprise autour de cette table. Je remarque qu'il n'y en a pas beaucoup pour ce type de sujet en général quand on regarde les débats. Donc, je vous remercie d'être là, président de Saint-Gobain. Et puis, évidemment, il a dirigé pendant plus de 20 ans l'expansion de ce groupe, en particulier dans les années de mondialisation que je ne qualifierais pas d'heureuse, mais un peu plus peut-être paisible. Pierre Servant, éditorialiste géopolitique à TF1 et LCI, dont l'ouvrage 50 nuances de guerre est paru en 2018, est actuellement réédité et actualisé, on comprend pourquoi. Et puis, bien entendu, Michel Barnier, ancien ministre, commissaire européen et négociateur en chef du Brexit pour l'UE. On a aussi une actualité actuellement qui a trait à nos amis d'outre-Manche. Donc, je vous ferai intervenir le premier, Michel Barnier. En fait, je voulais lancer le débat avec une des clés, quelques orientations qui sont sorties de nos travaux, et deux en particulier qui sont ressorties. La première, c'est un impératif ou une nouveauté qui est la nécessité, comme c'est fait aujourd'hui d'ailleurs avec les enjeux climatiques, de former, de sensibiliser les équipes dirigeantes aux nouveaux défis démocratiques après des décennies dans lesquelles finalement c'était du business, on se conformait à un cadre juridique, il y avait quelques normes, il y avait une légalité molle, mais au fond, savent-ils et elles, ces équipes dirigeantes, prendre ces défis-là on a même dans la publication mis le terme qui nous a un peu amusé, parce que c'est un peu une oxymore, de lobbying vertueux. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la question de la fameuse économie responsable, la responsabilité des entreprises, l'entreprise dans la cité, ça veut dire aussi que finalement, ces entreprises-là doivent définir ce que c'est ou pas qu'un rôle dans la cité, qu'en interaction avec le politique un peu vertueux. Donc, Michel Barnier, je voulais vous demander, vous poser une question, on a démarré avec l'histoire des blocs, on a mentionné les pays. Est-ce que sur ces questions-là, sensibilité, sensibilisation, lobbying vertueux, nouveau rapport entre l'entreprise et la cité sur des questions démocratiques, l'Europe, la France, l'Europe a un rôle spécifique à jouer. Quelle est votre réaction? Bonsoir. D'abord, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous et celles et ceux qui sont dans cette salle et puis je crois aussi ceux qui nous suivent en ligne et que nous saluons. Et merci beaucoup à l'IRIS, à ses responsables qui sont autour de moi et également à Entreprises et Progrès de cette invitation. Je suis très heureux pour beaucoup de raisons de me trouver avec vous, Sylvie, mais aussi Pierre-André et Pierre, avec lesquels nous avons des dialogues anciens dans cette table ronde. Ce n'est pas une conférence qu'on donne, c'est surtout pas en ce qui me concerne donner des leçons. Plus le temps passe, plus il faut être humble par rapport au monde qui nous entoure. Moi, j'ai toujours pensé dans ma vie d'homme politique, et je suis engagé depuis très longtemps, y compris dans de grands projets qui ont mobilisé des entreprises et qui n'ont pas pu réussir sans les entreprises, comme c'était le cas des Jeux Olympiques d'Albertville, que les hommes politiques, les femmes politiques n'ont pas le monopole de l'intérêt général. Et donc, peut-être je renverse votre question, mais à coup sûr, les dirigeants politiques que nous sommes et qui agissent par la loi, par des directives à Bruxelles, par des budgets, par des débats, quand ils créent le cadre du progrès collectif, du progrès de la société, c'est normalement notre mission d'hommes et de femmes politiques, doivent se dire qu'avec un peu d'humilité, un peu plus qu'on en a aujourd'hui les uns ou les autres, qu'ils ne sont pas dépositaires, les seuls dépositaires de l'intérêt général. Et donc, je pense que les entreprises et la communauté humaine que constitue une entreprise doit être prise en compte avec cet état d'esprit-là. C'est en tout cas ce que j'ai toujours fait au moment des Jeux Olympiques, mais aussi comme ministre de l'Agriculture ou ministre de l'Environnement, en faisant des lois, certaines sont très actives et très proactives aujourd'hui et très utiles, qui n'ont pu être faites qu'avec le concours des entreprises. Est-ce que l'Europe est le bon niveau? Moi, je dis définitivement oui.
Peut-être je m'appuie sur ma propre expérience. J'ai été nommé une deuxième fois commissaire européen en 2010. 2010, c'est 1 an et demi, 2 ans juste après le début de la crise financière. Une crise d'une violence inouïe qu'on oublie un peu parce que ça date de 2008-2010 et qu'il y a eu depuis la crise migratoire, le Covid, aujourd'hui l'Ukraine. Mais cette crise, elle a détruit des millions d'emplois. Elle a été provoquée par, je le dis comme je le pense et comme je l'ai dit en tant que commissaire européen, un excès incroyable ou les excès incroyables de l'ultralibéralisme et le laisser-faire général dont on s'était emparé et qui s'était développé depuis la chute du mur de Berlin et l'explosion du monde binaire dans lequel nous étions durant la guerre froide. Ce monde explose dans les années 90. La mondialisation, certains ont dit heureuse, commence ou se développe. Des pays émergent ou finissent d'émerger et les échanges sont la règle qu'on veut faciliter. Et à Bruxelles, que je connais assez bien, ça devient une sorte de Bible que de favoriser l'ouverture sans d'ailleurs s'assurer d'aucune réciprocité et d'ouvrir les portes et les fenêtres. Et voilà comment des banquiers américains, et pas seulement, se sont cru tout permis parce qu'on leur a tout permis, à force de déréguler. Quand je dis déréguler, mesdames et messieurs, c'est la responsabilité de Bruxelles, mais aussi des gouvernements européens, et notamment chez nous en France, de gouvernements de droite et de gauche, que d'avoir encouragé cette financiarisation de l'économie et cette dérégulation générale. Qu'est-ce qui se passe en 2010 ? Ces entreprises financières, ces institutions financières qui se sont que tout permis, des produits toxiques, des bonus insensés, inexplicables pour les banquiers, des produits toxiques qu'on met sur le marché au mépris des consommateurs, provoquent une crise systémique majeure. En 2010, moi, je deviens commissaire européen et on me charge des services financiers. Et donc, j'ai une feuille de route que les dirigeants européens, notamment le président français à l'époque et la chancelière allemande, ont poussé avec le président américain. C'est la feuille de route du G20 qui, point par point, sur une quarantaine de sujets, fixe des objectifs très précis pour reconstruire la régulation. Et nous avons fait cela. Mesdames et messieurs, ce que je veux dire par cette explication, c'est que la puissance de ces industries financières est telle, à cette époque et aujourd'hui, des milliards d'euros et de dollars qui s'échangent au-dessus de notre tête. Vous savez, les simples produits dérivés, qui sont d'ailleurs des produits pas toujours toxiques, ce sont des produits qu'on utilise dans l'industrie, Pierre-André Chalandard dirait mieux que moi, pour se couvrir de certains risques de change notamment. Ces produits dérivés représentent des échanges permanents au-dessus de nos têtes de 600 000 milliards de dollars. 600 000 milliards de dollars. Comment on se protège, comment on se préserve de ça ? Comment on existe par rapport à cette puissance aveugle ou anonyme, si je puis dire, plutôt anonyme qu'aveugle. Si on n'est pas européen, on est foutu, c'est ce que je pense. Si on n'agit pas à l'échelle du marché unique, qui est notre principal atout, marché de 500 ou 460 maintenant, un peu moins depuis le départ des Britanniques, dont on pourra parler si vous le voulez, 440 millions d'habitants, de 440 millions de citoyens, 22 millions d'entreprises qui ont les mêmes règles et qui vivent dans un écosystème dans lequel, quand on veut entrer, Américains ou Chinois, on est obligé de respecter les règles et d'accepter la régulation européenne à condition qu'il y en ait une. C'est ça que j'ai reconstruit à travers 41 lois de régulation de 2010 à 2014 pour chaque produit, chaque secteur, chaque acteur. Et je sais que beaucoup de banquiers ont trouvé que ça faisait beaucoup, mais franchement, on n'a pas encore fini de payer le prix de cette crise. Donc ma réponse est claire. L'échelon européen, dans le jeu mondial où nous sommes et dans un jeu politique extrêmement trouble et complexe, c'est un échelon vital pour nous. Et donc c'est dans cet échelon-là que doit s'organiser le dialogue avec les entreprises. Et ce que je peux dire de l'expérience européenne que j'ai, c'est que la plupart des textes que nous avons faits l'ont été en concertation et sans complaisance avec le secteur concerné. On les a écoutés, parfois beaucoup, et parfois à un point tel que j'ai dû dire à un moment donné sur les banques, par exemple, ça suffit. J'ai dit à l'ensemble de mes collaborateurs, vous ne recevez plus de banquiers.
on sait ce qu'ils ont à nous dire. Et on a stoppé, c'était d'ailleurs à l'époque, ça a fait un peu de bruit à Bruxelles, c'était en 2013, je crois. J'avais donné l'instruction de ne plus recevoir les gens parce qu'on les connaissait, qu'on savait ce qu'ils allaient nous dire. Mais on a beaucoup travaillé avec eux, et à Bruxelles, le lobbying dont vous parliez, Christine, est un lobbying mieux organisé que chez nous en France, hein, qui exige plus de transparence. Par exemple, comme commissaire, j'étais obligé, et je n'ai jamais regretté, d'indiquer sur Internet tous les jours qui je recevais, hein, quels étaient mes entretiens, y compris petit déjeuner ou déjeuner dit privé. J'étais amené à dire publiquement qui j'avais rencontré. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer en France de ce qui se passe de ce point de vue-là à Bruxelles en termes de lobbying. C'était effectivement un des sujets d'ailleurs dans des ateliers qu'on avait. Je voulais faire rebondir Pierre Servant sur la question de l'Europe, peut-être en écho avec ce qui se passe aujourd'hui, avec un autre angle que vous incarnez. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de cette invitation. Je suis ravi de prendre la parole derrière Michel Barnier. Je crois que j'ai écrit dans un de mes livres précédents que l'Union européenne était un îlot de vertu dans un monde de brutes. Je crois que ça reste vrai, mais cet îlot de vertu commence à réaliser depuis, en tout cas le 24 février, qu'il ne suffit plus d'être vertueux, il faut aussi pouvoir être fort et puissant. Donc ça, c'est une révolution très, très importante. Pour continuer sur l'Europe, avant peut-être vous dire quelques mots sur le regard que je porte sur le chambardement géopolitique dans lequel nous nous trouvons. La bonne surprise, malgré les tiraillements, les difficultés, les gesticulations de M. Orban, etc., la bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est que l'Union européenne tient, fait face, essaye d'avancer. Il y a une prise de conscience du fait que la démocratie, les valeurs que nous partageons sont menacées, fragilisées. Il y a véritablement autour de l'axe chinois et russe une volonté de constitution d'un autre modèle, d'un contre-modèle, avec une volonté de désoccidentaliser le monde. Alors, non pas que l'Occident soit paré de toutes les plumes de la vertu, mais il y a une volonté, je dirais, de réintroduire la loi du plus fort dans le concert international. Et le problème, c'est que dans le monde, cela attire et fascine. J'avais écrit dans les précédents livres qu'il y avait une montée importante depuis 10-15 ans autour de ce que j'ai appelé une envie de barbarie et une envie de tyrannie. Et en ce sens, évidemment, l'Union européenne, c'est un contre-modèle total, puisqu'il a été construit pour essayer de bâtir un modèle qui permette justement d'éviter de retrouver, notamment en Europe, des exercices de tyrannie et de barbarie que nous avons pratiqués malheureusement au XXe siècle, au moins de reprises, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois que je ne sais pas où nous allons, je vais vous donner quelques éléments de compréhension, je ne sais pas où on va, mais nous avons beaucoup de chance d'être Français et nous avons beaucoup de chance d'être Européens. Et même si je suis un défenseur de la construction de la défense européenne, je pense que nous avons de la chance aussi d'appartenir à l'Alliance Atlantique, d'être au sein de l'OTAN. Et je crois qu'on a bien fait de revenir dans le commandement intégré de l'OTAN, ce qui était l'idée de Jacques Chirac en 1995. J'étais à l'époque au cabinet du ministre de la Défense. Chirac n'a pas pu le faire, voilà, mais ces évolutions sont positives. Je crois aussi qu'il faut arrêter les querelles sémantiques sur de savoir qui, au sein de l'Union européenne ou de l'OTAN, a le plus gros kiki. Je crois que c'est tout à fait inutile. L'important, c'est de savoir se servir de ce qu'on a face aux menaces qui sont autour de nous. Je crois que nous vivons une période grave. Je pense que, et évidemment, qui, comment dirais-je, interroge le monde de l'entreprise, parce que je pense que nous vivons la fin de la mondialisation heureuse. Je pense que c'est terminé, à mon sens. La guerre n'est pas mondiale, heureusement, touchons du bois pour qu'elle ne le devienne pas, mais pour reprendre l'expression du professeur Badi, que je crois assez juste, la guerre aujourd'hui est mondialisée. C'est-à-dire que ce qui se passe en Europe, toutes les répercussions du conflit en Ukraine, c'est le monde entier qui l'encaisse d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'on voit se dessiner, ce sont, à mon avis, des logiques de blocs, même s'il y a certains blocs qui ne sont pas alignés.
Je ne veux pas être trop manichéen, même si le titre de mon prochain livre qui va sortir dans quelques temps, c'est La guerre des deux mondes. Il y a très clairement quand même deux modèles qui apparaissent. Un modèle autocratique, voire totalitaire, qui s'inspire notamment de deux mots extrêmement effrayants, enfin préoccupants, qui sont les mots de purification et de rééducation. C'est au cœur du discours de Xi Jinping depuis son avènement au pouvoir, et c'est au cœur de la dynamique poutinienne également, c'est-à-dire que c'est la construction de régimes totalitaires, avec une logique interne, qui refuse l'altérité, la différence, le dialogue, et qui considère que l'époque d'aujourd'hui est donnée aux hommes forts, à ceux qui sont capables de façonner l'histoire, comme ça a été fait malheureusement au travers des siècles qui nous ont précédés, par la violence. Donc ce modèle désinhibe le rapport à la violence. C'est en ce sens que la guerre en Ukraine n'est pas du tout un conflit, un petit conflit, une espèce de répétition, enfin, de prolongation de ce qui s'est fait en 2014. C'est un événement majeur qui s'inscrit dans toute une série de chaînons où on a vu justement des instances faiseuses de paix, l'Union européenne, fragilisée par le Brexit, fragilisée à l'intérieur par la Pologne ou la Hongrie, l'ONU, fragilisée également, ayant une grande difficulté à peser dans les conflits. Je crois que sur le conflit syrien, la Russie a utilisé 17 fois son veto depuis le début de la guerre en Syrie. Donc paralysie du Conseil de sécurité, des 5 grands. Exemple tragique d'un des 5 grands qui se transforme en prédateur et qui devient un serial killer, donc en l'occurrence M. Poutine. Donc tout ça dessine un modèle, et le problème c'est que ce modèle fait envie dans le monde. Vous avez des pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie, qui se disent mais finalement les Européens avec leur démocratie nous cassent les pieds depuis suffisamment longtemps. En plus, ils ne sont pas blancs-bleus, ils ne sont pas toujours clairs avec ça, ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire que si on se, si on se targue de défendre certaines valeurs, d'appartenir à l'Union européenne, etc., il faut une certaine exigence. Et le monde de l'entreprise appartenant à cet univers-là est également invité à être en cohérence. Je pense, sans jeter la pierre, parce que je n'ai pas tous les éléments, mais je pense au groupe Lafarge, Syrie, Daesh, etc. Là, il y a des interrogations. Jusqu'où peut-on faire du business? Et la grande question aussi pour le monde de l'entreprise, jusqu'où peut-on perdre de l'argent pour respecter un certain nombre de valeurs? Donc tout ça, c'était des grands débats théoriques. Je pense que ce sont des débats qui aujourd'hui se posent avec une acuité très grave. Donc un contre-modèle de nature totalitaire. J'ai un petit différend avec Pascal parce que je considère que la Chine, par exemple, moi je ne suis pas sur la position américaine, je ne souhaite pas qu'on déclare la guerre à la Chine demain, mais la Chine, pour moi, coche toutes les cases du régime totalitaire. Il n'en loupe pas une. Et par ailleurs, nous sommes dépendants vis-à-vis de la Chine dans un certain nombre de secteurs stratégiques, notamment les métaux rares. Et nous pourrions être encore plus dépendants si la Chine attaquait Taïwan, ce que je ne vois pas pour le court terme. Je crois que la Chine n'est pas en capacité de faire une opération militaire de cette nature. Mais vous savez que Taïwan est le principal fournisseur de semi-conducteurs dans le monde entier, et que les Taïwanais ont prévenu que s'ils étaient attaqués par la Chine, ils détruiraient toutes les usines fabriquant ces semi-conducteurs. Et Joe Biden a décidé donc récemment de rapatrier tout ça à la maison pour ne pas se trouver en dépendance. Donc le problème qui se pose, c'est est-ce que demain, on peut continuer à se trouver en dépendance économique majeure avec des régimes qui sont totalement aux antipodes de nous et qui cherchent à nous nuire et à nous détruire? Je pense à l'action de Poutine et des Russes à travers le groupe Wagner dans le Sahel. Donc, il y a quand même deux blocs qui se dessinent, même si vous avez des non-alignés. Je pense à l'Inde, qui joue un peu sur les différents râteliers, ou Ankara, qui également est à la fois fournisseur d'armement, je dirais presque stratégique à l'Ukraine, tout en étant acheteur d'armement stratégique à la Russie, donc en jouant ce rôle de go-between. Israël a pensé un moment aussi jouer ce rôle de go-between, et c'est venu se fracasser sur les propos de Sergueï Lavrov expliquant que M. Hitler avait du sang juif et que donc Volodymyr Zelensky pouvait être à la fois juif et nazi. Voilà, donc là, disons que la coupe a été un peu pleine. Donc, deux blocs qui se dessinent, des non-alignés, des go-between,
Voilà. Mais je crois quand même que la question de savoir avec qui on fait du business demain va se poser de plus en plus fortement. Et je crois que qui se ressemble s'assemble et qu'il va falloir faire plutôt du business avec ceux à qui on ressemble plutôt qu'à ceux qui sont constructeurs de systèmes politiques, de systèmes intellectuels, moraux, qui sont totalement destructeurs de nos valeurs. Et je termine, le paysage qui n'est pas d'une gaieté folle, sur le fait que, évidemment, tout ça éclipse un peu le djihado-terrorisme, le salafisme de combat, qui reste présent, qui nous a déclaré la guerre depuis longtemps, donc qui est un petit peu effacé par cette actualité, mais nous avons aussi cette problématique-là qui apparaît. Je note dans ma mémoire personnelle que c'est notamment à partir des attentats, alors évidemment de 2001 et puis de 2015 en France, que je vois à travers les demandes qui m'étaient faites par des grands groupes de conférences, de formation, etc., c'est notamment à partir de ces dates-là qu'un certain nombre de grands groupes, de grandes entreprises ne se sont plus intéressés seulement aux problématiques risques pays pour le développement de leurs affaires, mais une volonté de comprendre et d'éduquer aussi leur comité de direction, leur COMEX, etc., à la compréhension de ces enjeux de géopolitique. Et juste pour terminer, heureusement qu'il y a l'Union européenne, et je pense que nos amis britanniques doivent commencer à se mordre les doigts, mais bon, Michel Barnier a fait le job qu'il fallait faire d'une façon assez exceptionnelle. Je voulais passer la parole à Sylvie en rebondissant sur votre dernier point, Pierre, qui était aussi d'ailleurs une des orientations qui est sortie des travaux. Et après, je vous repasserai la parole éventuellement, Michel, sur lieu. Mais Sylvie, là, il y a une chose qui est ressortie, c'était, alors je vais formuler ça en positif, ce n'est pas la non-préparation, c'est l'urgente nécessité de mieux préparer, sensibiliser, former les équipes dirigeantes à cet enjeu, qui longtemps ont été vus au fond, effectivement, comme vous le disiez, comme un risque, le fameux risque pays qu'on apprenait à l'école, mais au fond, finalement, qui a été, dans les 20 années de mondialisation, oublié pour des questions d'appro, d'achat, de vente, là où il y a les consommateurs, il y a où les producteurs pas chers. Au fond, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une connaissance, une sensibilité suffisante? Encore une fois, je faisais le parallèle avec les questions climatiques sur lesquelles il y a beaucoup de formations en ce moment dans les entreprises et auprès des équipes dirigeantes. Merci beaucoup Christine. Alors peut-être, je remercie déjà tout le monde d'être là, Entreprises et Progrès, de nous avoir choisis et de nous avoir demandé de co-organiser cette conférence. On est ravis d'accueillir tout le monde. Peut-être deux petites précisions. Alors déjà Christine, quand vous m'avez présenté comme directrice générale, vous m'avez donné une sacrée promotion. Je suis directrice adjointe de l'IRIS, donc je le précise. Et puis peut-être je voulais faire rebondir un petit peu sur les propos de Michel Barnier. Il nous a parlé, Michel Barnier, de 600 000 milliards de dollars pour les marchés financiers. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde parce que c'est stratosphérique comme chiffre. Je vous rappelle juste, pour remettre les choses à leur juste valeur, le PIB de la France, c'est environ 2300 milliards. Vous voyez qu'on est tout petit. Et le PIB de l'Union européenne, que j'ai vérifié juste à l'instant pour avoir les chiffres de 2021, c'est 14 000 milliards à peu près. Donc là aussi, même l'Union européenne, pour rejoindre ce que disait Pierre Servan, est toute petite. Alors, moi, quand je regarde et quand j'entends ce qu'on vient de dire, en fait, je vois deux choses. Je vois effectivement la fin d'un monde qui pouvait paraître facile pour certains, qui n'était certainement pas pour tous, mais où on s'approvisionnait assez facilement sur les marchés. Je me souviens, je crois que je l'ai dit dans l'introduction d'un de mes bouquins, une conférence à l'IRIS sur la question de la politique énergétique de la Chine au début des années 2000, où un grand expert des questions énergétique avec des responsabilités en plus dans ce domaine, qui nous expliquait que la question des politiques énergétiques n'était pas une question parce que de toute façon, on trouvait tout sur les marchés, il suffisait de pouvoir en payer le prix. Et en gros, les Chinois sont pauvres, nous, on est riches, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Rétrospectivement, ça m'avait fait assez sourire parce qu'à l'époque, je venais d'arriver à l'IRIS et puis la difficulté, c'est toujours quand vous avez été formé à l'économie avec un logiciel d'économiste, comprendre les géopoliticiens, c'est pas toujours évident, on ne parle pas tout à fait la même langue et on ne voit pas le monde de la même manière.
Et justement, quand je regarde ce monde avec les deux lunettes que j'ai pris l'habitude de chausser depuis quelques années, je vois effectivement ce monde géopolitique qui se complexifie, qui complique aussi la mondialisation, ça a été dit, et qui aujourd'hui interfère directement avec la mondialisation, la rendant moins fluide qu'elle n'a pu être, même si encore une fois, c'est pas forcément nouveau, c'est juste qu'on a détourné la tête pendant quelques années. Hein. Rappelez-vous, les forums sociaux mondiaux, ça datait de la fin des années 90 et ça nous alertait déjà sur les travers de cette mondialisation que l'on pensait heureuse. Il y a eu la crise de 2008, effectivement. Donc, je vois bien cette complexité et cette complexité croissante, en fait, sur un certain nombre de sujets. Mais je vois aussi des sociétés, des populations qui, peut-être parce que ça se complique, parce qu'on a besoin de se rassurer, qui revendiquent, qui demandent, qui portent la volonté d'une plus grande sécurité, d'une plus grande implication de l'humain dans les marches du monde. Et c'est vrai que, en fait, pas de chance pour les entreprises parce qu'elles sont un peu à la croisée des chemins. Quelque part dans un monde où le politique est parfois considéré comme pas suffisamment conscient des problématiques, peut-être trop dans la brutalité, dans un certain nombre de certitudes, on est allé chercher l'entreprise et on a demandé à l'entreprise de finalement se positionner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à quasiment le mois de mars 2022, l'entreprise se questionnait et en même temps était relativement dubitative. Nous, on a monté avec Patrick Dumière il y a quelques années un programme de réflexion sur l'entreprise et la géopolitique, et avec un certain nombre d'entre vous que j'ai vu dans la salle, avec qui je travaille très régulièrement, et je vous remercie d'être fidèles et présents ce soir. On a beaucoup réfléchi à ces choses-là. On a cru que notre moment était venu au moment du confinement, en se disant ça y est, là on va comprendre qu'il se passe quelque chose, que tout est global, tout est mondial, et que l'entreprise est interpellée, pas seulement dans sa responsabilité sociale, sociétale ou environnementale, qu'elle est interpellée dans sa responsabilité géopolitique et dans sa responsabilité politique, hein, quand on dit géopolitique, à préserver nos démocraties, à préserver notre modèle. Ce n'était pas le cas au moment du Covid. Ça a très peu pris, très peu diffusé. On a lancé plusieurs travaux, on a essayé. Là, les choses bougent vraiment et ça, c'est très intéressant. Et en fait, ce que ça nous dit aussi, c'est que l'entreprise est peut-être en train de prendre conscience. Est-ce qu'elle a toutes les réponses et toutes les clés en main? C'est une autre question, mais est en train de prendre conscience que les défis qui se posent aujourd'hui à l'humanité, quand on dit humanité, c'est pas juste à vous et moi, c'est à l'ensemble du modèle, à l'ensemble du système et à l'ensemble des entreprises. On s'est beaucoup questionné sur les entreprises, est-ce qu'elles devaient partir, rester en Russie? Je serais bien incapable de donner la réponse parce qu'il n'y a pas une réponse, c'est un questionnement qu'on doit avoir. Ce qui m'a surpris, c'est le manque de réflexion des entreprises sur ces sujets. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont aussi interpellées sur la question de la Chine, et ça, c'est encore un autre morceau. Sur la question de la Chine, est-ce qu'on continue à faire du business avec ce pays? Il y a un certain nombre de salariés des entreprises étrangères présentes en Chine qui ont répondu, qui, eux, ne veulent pas rester. Pas forcément que pour des bonnes raisons, mais qui sont déjà partis et ne veulent pas revenir. Vous avez également les citoyens, donc potentiellement les consommateurs de ces entreprises, qui ont aussi répondu avec un certain nombre de boycotts d'entreprises présentes dans le Xinjiang et ailleurs. Donc on voit que c'est une question cruciale, une question fondamentale sur laquelle les entreprises ne peuvent pas juste et simplement se positionner en termes de business et en termes de j'y vais pas, j'y reste pas, comment je fais des affaires. J'ai bien aimé votre expression, jusqu'où peut-on perdre de la valeur, de l'argent pour défendre des valeurs. Je pense que la question est encore plus globale que ça. C'est qu'à un moment donné, comment se projette-t-on dans la durée, dans les années qui viennent, et comment pense-t-on l'avenir de l'entreprise dans un contexte toujours plus compliqué et toujours plus complexe? Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Christine,
Christine. J'ai essayé de donner quelques éléments. Il y a sûrement des tas de questions qui seront posées par la suite. Mais je vous ai un petit peu décrit ce que moi j'observe, ce que moi je constate. Et vous l'avez vu, j'ai plus de questions probablement que de réponses à donner. À côté des sociétés civiles qui sont dans une exigence croissante vis-à-vis des entreprises, vous avez bien évidemment les salariés et toutes les parties prenantes de l'entreprise, y compris d'ailleurs, ironie du sort, les marchés financiers aujourd'hui. Mais je crois que vous avez aussi des enjeux vitaux pour les entreprises, et ça, c'est extrêmement important et fondamental. Et vous avez très probablement la jeunesse, et on y reviendra. Je voulais poser une question à Pierre-Henri Chalandard. Parmi les orientations qui sont ressorties de nos travaux et qui ressortent aussi des propos des trois intervenants qu'on vient d'entendre, il y a la question, ce qu'on a appelé dans les travaux la nécessité d'avoir une colonne vertébrale des valeurs. Chez Saint-Gobain, vous avez les principes de comportement, des actions, etc. Et derrière, peut-on ou pas, ça c'est une notion qu'on a mis sur la table comme une orientation possible, qui était avoir une sorte de géopolitique entre les entreprises, de géopolitique des valeurs, au fond. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut prendre ce sujet? Quelle est votre expérience là-dessus? Et qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, à Saint-Gobain sur ce sujet? Alors, c'est une vaste Très question. vaste. D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec la première chose qu'a dit Michel Barnier, c'est que je pense que l'entreprise peut et doit chercher à contribuer au bien commun. Et je pense que ça a progressé à beaucoup de façon très importante dans les dernières années. Je résumerai en disant que la querelle entre Friedman et les autres, c'est Friedman qui a perdu, et je dirais que l'entreprise et progrès a gagné, quoi. Donc, ce que vous avez commencé il y a longtemps, et maintenant la vulgate générale. Hein. Donc, les parties prenantes, je veux dire, je ne connais pratiquement pas d'entreprise qui refuse de se situer dans ce cadre-là. Hein, et qui disent on travaille que pour nos actionnaires. Alors, il y a des variations, mais globalement, je pense que ce débat, il a été depuis quelques années, et le sujet du changement climatique, je pense, l'environnement a joué un rôle très important récemment. Je pense que ce sujet, il est tranché. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, mais ça veut dire aussi que du coup, les entreprises ont besoin d'exprimer ce à quoi elles croient. Elles ont besoin et d'afficher ces valeurs. Ce n'était pas évident parce qu'il y a 30 ans, on pouvait être dans ce cadre-là, mais on avait tendance, notamment dans les pays latins, à dire les valeurs, il ne faut surtout pas en parler parce que c'est ce qu'on ne fait pas. Hein, donc je dis souvent en blaguant, on est tous devenus protestants, on affiche ce à quoi on veut essayer de tendre. Donc, et c'est très important aujourd'hui, je pense que c'est le premier acte de management pour la majorité des entreprises. Hein. Les anglo-saxons appellent ça le purpose, pourquoi on est là. Alors en France, maintenant, on a une définition légale, c'est la raison d'être, hein, mais je pense que le fait que la grande majorité des entreprises font cet exercice d'essayer de définir cette raison d'être, et chez Saint-Gobain, on l'a fait un exercice collaboratif en impliquant des milliers de personnes pendant un an, je pense que c'est un exercice extrêmement important parce que comme ça a été dit dans l'introduction, c'est d'abord une condition de recrutement. Les jeunes aujourd'hui, et maintenant donc, du coup tout le monde, veut du sens. Et donc la première chose, c'est d'afficher du sens et les valeurs qui vont avec. Alors après, ça se décline de façon différente, mais je pense que la grande majorité des entreprises définissent une stratégie après avoir explicité leur purpose ou leur raison d'être, selon la définition peut varier un peu selon les pays, et en gros pourquoi ils sont là et comment ils veulent le faire. Donc, je pense que c'est un exercice très riche. Alors après, est-ce qu'il faut rendre les entreprises comptables de ce qu'elles ont dit? C'est un autre débat, mais je pense déjà à l'afficher. Le juge de paix, quelque part, il est l'attractivité de ces entreprises. Donc moi, je ne suis pas partisan qu'on aille forcément tout contrôler parce que de toute façon, ce n'est pas les électeurs qui votent, c'est les salariés qui votent avec leurs pieds, qui viennent, qui s'en vont parce qu'ils ne sont pas contents de l'entreprise dans laquelle ils sont, hein, qui n'est pas en ligne avec ces valeurs. Ça, je pense que c'est la première chose. Et donc, nous, on l'a fait historiquement en plusieurs étapes, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un mouvement extrêmement général et que ça aide les entreprises à réfléchir à la manière dont elles peuvent participer au bien commun. Alors après, la deuxième question est beaucoup plus difficile, et je vais revenir un petit peu sur le premier débat. C'est que
les entreprises, elles peuvent et elles doivent chercher à participer au bien commun, mais elles sont dans un cadre où ce n'est pas elles qui commandent. Moi, je crois que, même si Michel a parlé de la puissance de la finance, en tout cas pour une entreprise industrielle, si jamais on a des valeurs, où on a des choses, ou des intérêts, où on n'est pas d'accord avec le politique, c'est toujours le politique qui gagne. D'ailleurs, in fine, c'est ce que tu as dit, puisque tu as arrêté de consulter les banquiers. Donc, c'est toi qui as imposé les règles. Donc c'est toujours le politique qui gagne. Oui, mais c'est très important pour les entreprises d'avoir ça en tête. Parce que ça veut dire que si on veut faire des choses qui ne sont pas, parce qu'on a des valeurs qui ne sont pas alignées avec ce que veut le politique, eh bien, on a le choix entre obéir ou partir. Et donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et alors, ça se complique beaucoup parce qu'on est dans un monde, comme l'a dit Pierre Servan, où on a un retour en force des États. Et donc, le politique est de plus en plus important. Donc, c'est le politique qui gagne, le politique est plus important et le politique est divers. Et là, je voudrais un tout petit peu nuancer de mon point de vue ce qu'a dit Pierre, c'est que je ne vois pas le monde de façon aussi binaire que ça. Si je provoque, est-ce que pour beaucoup de gens, ce sujet de l'avortement, donc, qui a été mentionné comme ça par hasard, sur lequel je ne me positionne pas, mais est-ce que si, en tant qu'Européen, on va dire je ne vais plus aller aux États-Unis puisque la Cour suprême a dit que c'était… Et donc, ça, ce n'est pas bien. Donc, ça, c'est contraire aux valeurs. Premier exemple. Deuxième exemple, à l'ONU, sur l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, plus de la moitié de l'humanité, plus de 100 pays, ont refusé en disant que c'est un conflit régional. Après tout, vous nous accusez d'avoir des conflits régionaux. Vous en avez un. Pour vous, il est important. Mais pour nous, c'est un conflit régional. On ne veut pas prendre parti. Ce n'est pas un petit pays d'Afrique qui dit ça. C'est l'Inde, c'est toute l'Amérique latine. C'est plus de la moitié du monde. Donc, je veux dire, le sujet de… Et à partir de là, quand on est une entreprise internationale, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Pierre dit on va travailler seulement avec ceux avec qui on est bien. Bon, ben, moi, ça voudrait dire que même dans l'Union européenne, est-ce que je dois continuer à travailler avec la Hongrie? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez compliqué dans la pratique. Et surtout que, alors après, ça dépend du type d'activité qu'on a. Nous, chez Saint-Gobain, on a une activité qui est très multilocale. Donc, à la limite, ce que je fais dans un pays ne dépend pas beaucoup de ce que je fais de ce qui est fait dans un autre. Mais quand on est un pays dans lequel on a un pays qui est donneur d'ordre important, là, il faut mieux se conformer au pays d'origine, qui est le donneur d'ordre principal. Mais quand je suis dans des tas de pays qui édictent des choses qui peuvent être différentes, et le concept de démocratie, il est quand même un petit peu à géométrie variable. La démocratie occidentale, pour moi, aujourd'hui, c'est en train de devenir minoritaire dans le monde. On peut le regretter, mais est-ce que ça empêche de chercher à contribuer au bien commun? La mission de Saint-Gobain, la raison d'être de Saint-Gobain, on l'exprime en anglais, Making the World a Better Home, c'est d'essayer de contribuer à contribuer à la lutte contre le changement climatique en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est ça une bonne partie de ce qu'on fait. Je ne vois pas en quoi cette raison d'être, cette mission, dans beaucoup des pays avec les sujets dont j'ai invoqués, est-ce que, je raisonne de façon très caricaturale, mais est-ce que ce sujet dont j'ai parlé de l'avortement, il pose un problème par rapport à cette mission? Est-ce que je dois me mêler, est-ce que l'entreprise doit se mêler de sujets, de valeurs sociétales qui sont, ce n'est pas un objet politique comme les autres? Ou est-ce que, par contre, je considère que de faire du lobbying sur la rénovation énergétique des bâtiments, c'est vertueux. Je dis d'ailleurs de façon peut-être aussi caricaturale que sur ce sujet-là, je considère que ce qui est bon pour Saint-Gobain, c'est bon pour la France. Et je n'ai aucun état d'âme là-dessus. Mais je ne vais pas aller faire du lobbying sur des sujets qui sont trop loin de Saint-Gobain. Et je ne vais pas me dire que je ne vais pas travailler dans un pays qui a des règles qui ne correspondent pas forcément culturellement aux règles qui existent dans un autre pays, si ce n'est pas majeur. Alors, il peut y avoir des cas où c'est majeur. Et ce que je veux dire, c'est que, comme l'a dit Sylvie, quand on rentre dans les détails, tout ça, c'est très, très compliqué. Et voilà. Et donc, après, il n'y a que des questions de réflexion. Je pense que c'est bien qu'il y ait ces sujets. Je pense que c'est des sujets
qui sont devenus beaucoup plus importants dans la gouvernance des entreprises. Les sujets d'allocation des actifs, parce que quand même la question posée par Pierre est très importante. Où est-ce qu'on met ces actifs? Enfin, lui parlait de business, mais moi, c'est où est-ce que je mets mes actifs? Parce qu'après, la pression d'allocation des actifs est extrêmement importante. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le sujet chinois, il est d'une nature incomparable par rapport au sujet russe. Pas pour Saint-Gobain, parce que moi, ça fait très longtemps que je suis inquiet sur la géopolitique et sur la Chine. Et donc, la présence de Saint-Gobain en Chine n'est pas très, très abordable. Mais quand on prend l'économie allemande ou si on prend une partie importante de l'économie française, sa dépendance par rapport à la Chine est majeure. Majeure. Donc, c'est un sujet extrêmement important. Et donc, voilà. Donc, oui, il faut afficher ses valeurs. Oui, il faut avoir un purpose. Oui, on peut contribuer au bien commun. Après, comment est-ce que la géopolitique amène à se positionner le lien qu'on fait entre les deux? Je pense que c'est une question qui est beaucoup plus compliquée et il n'y a pas une réponse unique. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, le résultat des travaux d'Entreprise et Progrès soulignait que le fait que la colonne vertébrale de valeur, elle servait avant tout à identifier les dilemmes ou pas. C'est-à-dire que la question, c'est effectivement la question de la cohérence. Je voulais me retourner vers Michel Barnier. Est-ce que le politique gagne toujours sur l'entreprise? Premièrement, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Et le deuxième, par rapport à ce qu'a dit Pierre Servan sur la question de l'Europe, est-ce que c'est vraiment un contre-modèle aujourd'hui pour les acteurs économiques ou pas? J'aimerais bien que le politique gagne toujours. Je ne crois pas. Et Pierre-André, qui est un grand chef d'entreprise, sait très bien que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Donc, à coup sûr, il y a des preuves où les politiques ont imposé, à force de courage politique ou de ténacité ou de détermination, et la force de la loi européenne en particulier. Mais les gens dont je parlais, je ne sais pas seulement le 100 000 milliards d'euros, ce n'est pas les marchés financiers, c'est seulement les produits dérivés. Une partie des... Donc, c'est beaucoup plus en réalité qui s'échange au-dessus de nos têtes. Ces gens-là, je veux dire, ils ne sont pas des bisounours. Donc, profit maximum, dans le maximum de temps, en jouant d'ailleurs, permettez-moi de le rappeler, de la diversité des règles mondiales, parce que nous parlons d'entreprises internationales. Vous parlez d'un industriel. Non, c'est assez différent. Un industriel... Pierre-André, d'industriel, c'est assez différent d'une institution financière, d'une banque. Même si j'observe d'ailleurs avec regret, et tu es un de ceux qui est un contre-exemple positif, que beaucoup d'industriels ont donné prise à la financiarisation de leur entreprise, quelquefois, y compris dans d'autres pays, au point qu'on a abouti à une perte en ligne majeure de notre capacité industrielle. Et ce n'est pas seulement la faute de certains industriels, c'est aussi la faute de certains gouvernements qui ont abandonné cette ambition industrielle. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai été élu de la Savoie pendant près de 20 ans. Je ne pardonnerai jamais la manière dont on a laissé tomber Péchinet, par exemple. Jamais. Voilà. Et tout ce que représente cette entreprise, y compris en termes de recherche. Donc j'aimerais bien. D'abord, l'Union européenne, je rebondis sur un propos de Pierre Servan, ce n'est pas seulement un supermarché, mais c'est d'abord un supermarché, c'est ça qui fait notre force. C'est la raison pour laquelle les Russes, il y a quelques mois ou quelques années, et les Chinois encore aujourd'hui et d'autres nous respectent. Ce n'est pas notre politique étrangère, ce n'est pas notre politique de défense européenne pour l'instant, c'est le marché unique, qui est le principal marché du monde par le niveau de son pouvoir d'achat. C'est pour ça aussi que, quelles que soient les menaces ou les atteintes graves à la démocratie dans beaucoup de régions du monde, les valeurs qui ne sont pas partagées ou qui ne sont pas les nôtres, et ce que devient le monde malheureusement dans un autre sens que le nôtre, je ne plaiderai pas pour l'autarcie européenne, je ne plaiderai pas pour le repli européen. Ce ne serait pas tenable dans un monde où nous comptons 450 millions d'habitants, nous, Européens, dans un continent qui est le seul à vieillir et qui est le seul qui va perdre de la population dans le monde dans les 30 ans qui viennent. Nous sommes le seul continent qui va perdre de la population, 50 millions d'habitants,
tous les autres, sans parler de l'Afrique, qui va avoir 1,5 milliard d'habitants, à 2 milliards d'habitants dans 20 ans, tous les autres continents vont augmenter 9 milliards d'habitants en quelques années. Dans ce monde-là, ce serait une faute majeure contre l'intérêt général que nous nous replions. Et pourquoi je dis ça avec une certaine détermination, c'est que nous avons une capacité d'agir sur le destin du monde. Par le fait que nous sommes le principal marché, le plus riche du monde, que les autres ont besoin de vendre et d'acheter, hein, que nous avons une capacité normative, l'influence normative est extrêmement importante, que nous avons aussi la capacité d'imposer certaines règles réciproques, ce que l'Europe n'a pas suffisamment fait depuis 40 ans, qu'elle commence à faire dans ses échanges commerciaux. Quand on négocie avec un pays du monde pour ouvrir nos marchés, faire tomber les droits ou les normes, enfin rapprocher les normes, nous devons mettre, et c'est cela que la France devrait se battre un peu plus, nous devons mettre des exigences de réciprocité. Donc obliger les pays qui veulent commercer avec nous, le principal marché du monde, qui ont intérêt, qui ont besoin de le faire, de respecter certaines règles. C'est pourquoi je continuerai à me battre pour ce qu'on appelle les normes miroirs dans les accords commerciaux, et je continuerai à me battre pour une vraie taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, une vraie taxe carbone qui rapporte ce qui avait été promis, pas 1 milliard ou 1,5 milliard comme celle qui est en train de mettre en place actuellement, mais les 9 ou 10 milliards dont on a besoin pour que les produits qui rentrent chez nous payent le prix s'ils sont fabriqués ou en contradiction avec les règles que nous avons nous-mêmes imposées à nos producteurs en termes de changement climatique. Donc, je plaide pour une Europe, Pierre, qui ne soit pas seulement un supermarché, mais qui soit aussi une Europe puissante, forte. C'est pour ça que c'est compliqué, mesdames et messieurs. Je dis souvent que je suis patriote européen. Je pense qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme, c'est ce que je pense profondément. Il faut respecter les nations, ce qu'elles sont, leurs différences, leur identité. Ce n'est pas un gros mot, l'identité nationale. Leur langue. Alors nous sommes un ensemble incroyable qui n'existe nulle part dans le monde ailleurs et qui n'a jamais existé dans l'histoire. Jamais dans l'histoire, il y a eu un continent qui s'est organisé comme nous sommes organisés dans cet écosystème géopolitique qu'est l'Union européenne, pacifiquement et démocratiquement. Jamais on a vu un exemple de cette nature dans l'histoire. Il n'y en a pas d'autres dans le monde. Et c'est compliqué de faire fonctionner 27 pays qui parlent 24 langues différentes, qui ont chacun leur identité, leur culture et qui y tiennent leurs différences. Pourtant, nous y arrivons et j'observe d'ailleurs, pour donner un ton d'optimisme, de réalisme optimiste, que dans les 5 crises que nous avons affrontées depuis 2010, la crise financière dont j'ai parlé, la crise migratoire, elle aussi provoquée par des puissances étrangères ou des défis, des conflits extérieurs à l'Europe, le Brexit, qui était aussi une crise interne, mais sur laquelle il y a des leçons à tirer, parce que je pense que ce Brexit qui était improbable, il faut se méfier des choses improbables, hein, y compris chez nous en France, qui se produisent. Ça reste pour moi une décision insensée des Britanniques de se retirer du marché unique, mais ils l'ont fait. Hein. Il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est ce que j'ai d'ailleurs essayé d'expliquer dans un bouquin que je vous recommande, hein, qui vient de paraître en poche d'ailleurs, je dis pour les plus jeunes, chez Gallimard, mais j'essaie d'expliquer que les leçons du Brexit, il faut les tirer. Le Covid, lui aussi provoqué de l'extérieur, mais qui a mis à l'arrêt l'économie mondiale, et puis cette guerre incroyablement violente de la Russie contre l'Ukraine. Toutes ces crises, on les a affrontées, on en est plutôt sortis renforcés. Donc je veux dire simplement qu'il y a des raisons de rester européen, mais ça reste un ensemble extrêmement compliqué. Et après, il faut veiller à ce que les normes que l'on met en place au niveau européen, ou les règles, parce que c'est le bon niveau dans le monde d'aujourd'hui, soient appliquées, y compris quand elles obligent les entreprises. L'encadrement des bonus que j'ai exigé ou que j'ai proposé avec l'appui du Parlement européen en 2010, bon, les Anglais viennent de s'en extraire, mais ça, c'est une règle qui s'applique. L'obligation de reporting pour les entreprises minières, par exemple, y compris les entreprises européennes qui exploitent des mines, des minerais dans des conditions historiquement qui ne sont pas toujours morales, on nous a obligé un certain reporting pour qu'elles nous disent à qui elles payent, ce qu'elles payent comme impôt et à qui et comment. Bon, les obligations sociales et environnementales qui deviennent aussi, comme l'a dit Pierre-André, la règle,
il faut veiller dans chaque pays à appliquer ces règles. On peut même aller plus loin en ce qui nous concerne. Il reste qu'on ne fera rien ou rien de durable si les chefs d'entreprise et les encadrements ne sont pas volontaires. Je lisais dans Le Monde avant-hier un grand papier sur ce mouvement des entreprises qui s'orientent vers ce nouveau statut des entreprises à mission. Alors, cet article était intéressant parce qu'il y avait un PDG d'une entreprise située en Bretagne, je crois, qui fabrique des plantes et des herbes aromatiques surgelées. Bon. Et il disait, comme chef d'entreprise, je n'ai pas la capacité de changer le monde, mais j'ai au moins celle de changer mon monde. Et si chaque chef d'entreprise se disait ça, comme tu l'as fait, comme d'autres l'ont fait, ça pourrait aussi d'ailleurs s'appliquer aux hommes politiques. En passant comme ça, voilà. Je l'ai pris pour moi aussi. Voilà, je pense qu'il y a aussi un effort à faire de responsabilité individuelle. Après, dernier point, c'est comment la formation se diffuse dans l'entreprise. Et d'abord, il faudrait que cette formation aux nouveaux enjeux, la responsabilité sociale et environnementale, de la cohésion et du dialogue social, du changement climatique, deviennent la règle dans les écoles de formation. Moi, j'ai fait une école de commerce il y a très très longtemps maintenant, mais on n'avait aucun enseignement à Sup-de-Co Paris sur ces sujets. Il y a très longtemps. Ça a changé. Il faut que ça devienne la règle de la part pour les jeunes qui sont formés. Et qui d'ailleurs, comme cela a été dit, parce qu'ils sont conscients, responsables et motivés, quelquefois refusent de rentrer dans certaines entreprises. Ce qui n'était pas vraiment le cas de mon temps. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire dans l'entreprise, au-delà de la formation initiale, pour que cette formation, cette appréhension des grands enjeux soit la règle. Je voudrais juste dire un dernier mot de sujet qui me tient à cœur et dire ce que je dis aujourd'hui. Je l'ai dit quand j'étais commissaire européen, donc je n'ai pas de difficulté. Je pense que la cohésion sociale qui tourne autour de ces enjeux, c'est un facteur de compétitivité. Voilà. Ce n'est pas contraire à la compétitivité. Je pense ça profondément dans l'entreprise et dans la société. Voilà. Et donc, je continuerai à agir sur cette ligne nous avons besoin de cohésion sociale dans l'entreprise. Ce n'est pas gratuit, ça ne tombe pas du ciel. Et dans la société aussi, surtout en ce moment. Alors, pour le coup, je prends la balle au bon, puisque une des directions, presque la conclusion des travaux qu'on a fait, c'était est-ce qu'il n'y a pas, pour les entreprises françaises, plutôt européennes, puisque c'est quand même notre champ de réflexion et d'action, une question qui est de passer du risque à l'opportunité. Je voulais faire réagir Pierre Servan sur cette question-là. Vous avez mis le premier, avant même qu'on prononce le mot, cette question un peu de géopolitique des valeurs, la question du risque, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut passer du risque à l'opportunité sur la question géopolitique? Est-ce que le fait d'être une entreprise française, européenne, de défendre des valeurs ou pas, ou en tout cas d'avoir une colonne vertébrale, de la pousser, ça peut être une opportunité, ou est-ce qu'on est encore dans la gestion des risques? Quel serait votre souhait, vos changements de pied? Bon, ça, c'est la cavalière qui parle, désolé. Pour passer donc du risque à l'opportunité. Je ne sais pas, en fait. C'est une question importante. C'est très compliqué et finalement, ça reboucle avec ce que Pierre-André a dit tout à l'heure. Comment, vraiment dans le développement des affaires, dans la croissance, quel que soit le type de métier dans lequel on se trouve, comment on évalue finalement sa responsabilité morale dans le business qu'on va développer? Est-ce qu'on est purement sur la recherche d'opportunités en termes de création de valeur, éventuellement d'emploi, ou est-ce qu'on y place une question supplémentaire compte tenu de ce qui se passe dans le monde, encore une fois, par rapport à des valeurs qui ne soient pas simplement des valeurs affichées dans l'entreprise, mais des valeurs qui vont modifier le regard business sur ce qu'on est en train de faire. J'étais frappé par ce que Pierre-André a dit tout à l'heure. Je crois que c'est tout à fait juste. Le monde n'est pas binaire entre le clan du bien des démocraties et le clan du mal, les autres. Et effectivement, les votes à l'ONU, les 2 votes, montrent que les choses sont assez compliquées
et qu'il y a toute une partie de l'humanité qui n'a rien à faire, en gros, du conflit ukrainien, si ce n'est pour les répercussions en termes d'approvisionnement en céréales, contre-coup économique, etc. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur votre approche. Et je me disais, en vous écoutant, mais si cette réunion avait eu lieu il y a un an, avec un chef d'entreprise allemand, et s'il avait été interrogé, par exemple, chef d'entreprise allemand du chimique, etc., très, très dépendant des approvisionnements russes, si on l'avait un peu interrogé, évidemment pas avec la même acuité, encore que la Russie avait déjà envahi l'Ukraine, avait déjà annexé totalement illégalement une partie de l'Ukraine et occupé indirectement avec les séparatistes une partie de l'Ukraine. Donc la question pouvait quand même se poser. D'une certaine façon, sans vouloir réduire votre propos, je pense qu'il aurait dit la même chose, en disant, mais la Russie est un grand pays, il y a quand même des élections, finalement, le développement économique, c'est un facteur d'émancipation. Moi, je suis responsable de mes salariés en Allemagne et dans le monde. Je contribue à la puissance de mon pays, qui est par ailleurs un nain diplomatique et militaire, hein, mais un géant économique. Voilà. Donc, ce n'est pas pour réduire votre propos, parce que c'est simplement pour montrer que c'est finalement compliqué. Et pour aller, pour le coup, dans le sens de ce que vous avez dit, regardons l'activité diplomatique du président français ces derniers mois. Il a reçu de grands responsables démocrates, comme le président égyptien Al-Sisi, Mohamed Ben Sayed, les Émirats arabes unis, et Mohamed Ben Salman, le numéro 2 d'Arabie saoudite, l'homme qui pratique le journalisme à la découpe. Bon. Mais même Joe Biden, ce n'est pas pour critiquer le président, parce que en fait, je l'ai plutôt soutenu, j'étais un des rares à soutenir la visite que le président Macron avait faite en premier à Mohamed Ben Salman, qui était évidemment mis au banc des nations, ce qui était compréhensible. Mais regardez, même Joe Biden était obligé d'aller se fendre d'une visite à domicile pour revenir bredouille. Donc c'est compliqué. Et que dire de la visite du président français en Algérie, qui n'est pas non plus un modèle de vertu démocratique. Donc ça montre bien qu'il y a une complexité, parce qu'en fait, il y a un enchevêtrement d'objectifs et de responsabilités entre les problématiques économiques, sociales, d'emploi, les problématiques sécuritaires. Ouais, donc ça fait une salade, une macédoine un peu compliquée. Néanmoins, ce qui se passe en ce moment, cette bascule dans un autre monde, dans une autre ère, nous changeons d'époque, nous revenons effectivement à des logiques d'empire, des logiques d'État-puissance, à des alliances totalement réversibles en fonction des intérêts du moment, et surtout la désinhibition de la violence et la conviction. Alors, une petite différence chez les Chinois, c'est plus subtil. J'avais appelé ça la stratégie de Jade dans un de mes livres. Hein. C'est plutôt comment façonner le monde tel qu'on le veut sans faire claquer le jade, qui est une pierre compliquée, mais sans que le jade se rende compte qu'au final, il devient totalement l'instrument de la Chine. Notre ami Poutine, lui, est d'une stratégie qui est très proche de celle du maréchal prussien von Moltke, qui en 1860, avant d'écraser l'Autriche et notre pays, disait la paix éternelle est un rêve, c'est plutôt un mauvais rêve. La guerre est un don de Dieu. C'est un don qui est fait pour éprouver la valeur des peuples. Sans la guerre, les peuples s'adonneraient au matérialisme, se retrouveraient dans la main des firmes. Et à la guerre, l'important, c'est d'en finir rapidement, quels que soient les moyens, même les plus malodorants. Donc, il faut bien comprendre que Poutine est dans cette logique et qu'il entraîne derrière lui des chefs d'État, des individus, des personnes qui sont travaillés par cette volonté d'en découdre. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne, justement, c'est le contraire. C'est coudre. C'est absolument fondamental. Et donc, ça dessine quand même des systèmes différents. Et juste pour terminer, l'histoire de l'avortement n'est pas un critère de démocratie, dès lors que la décision est prise dans le cadre d'institutions démocratiques. Après, c'est une question de valeur personnelle, de décision, etc. Mais ça n'entre pas dans un critère pour dire, tiens, ce pays est démocratique ou pas, respecte les valeurs démocratiques ou pas, dès lors que la décision est prise par un appareil juridique propre au pays. Voilà. Même si je pense que les États-Unis sont un pays extrêmement malade, à 2 doigts d'une guerre de sécession, c'est un autre problème. Voilà.
Donc, je termine juste sur ce point pour dire, parce que ça m'agace depuis longtemps sur les plateaux, mais Pierre-André, il n'y a pas de procès contre vous là-dessus, mais l'espèce de relativisme. C'est-à-dire que comme les pays démocratiques ne sont pas toujours vertueux, l'Union européenne n'est pas toujours vertueuse, les États-Unis sont loin d'avoir toujours été vertueuses, versus la guerre d'Irak de 2003 sur un mensonge d'État. Je regrette beaucoup que Bush ne soit pas en prison. Vous voyez, je le dis de temps en temps sur les plateaux de télévision, ça décoiffe un peu, mais c'est vrai quand même par rapport à ces critères. Bon. Néanmoins, il y a quand même, tout n'est pas relatif, en disant, bah oui, comme chez vous, ce n'est pas très propre, finalement, on peut tout à fait accepter des systèmes à la Poutine, ou ce qui se passe en Amérique latine, un ensemble de pays africains, etc., etc. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et donc, même s'il y a des zones grises, il faut s'interroger là-dessus, et à mon sens, plutôt aller chercher à faire du business, à s'interroger en direction de pays qui, grosso modo, cochent un certain nombre de cases qui sont les cases de ce que c'est qu'un système démocratique, avec du pluralisme, où il y a un changement, où il y a, et surtout, ce qui est très important, parce que c'est la marque que les Chinois et les Russes sont en train d'imprimer, c'est l'enfermement mental, c'est la destruction de l'altérité, c'est la falsification de l'histoire. Voilà, donc il y a quand même des trends très très forts. Et là-dessus, on peut dire, bon, est-ce qu'on est dans un pays où on peut encore dire des choses, ou on est dans un pays où c'est impossible, vous prenez 22 ans de prison, comme un journaliste russe qui vient de prendre 22 ans de prison pour avoir donc dit simplement son point de vue. Donc, tout n'est pas égal, et je pense que le monde de l'entreprise va devoir s'interroger de plus en plus là-dessus, et ça va être compliqué, parce qu'à la clé, il y a la création de valeur, il y a la rémunération des actionnaires, il y a l'emploi, voilà. Et c'est pour ça que, dès le début du conflit, j'ai appelé un passage en économie de guerre de l'Europe, de l'Union européenne, de ne pas avoir peur du mot, passage en économie de guerre. Pourquoi? Parce que ça implique une solidarité de guerre, parce qu'on est là-dedans. Et je constate que très seul à ce moment-là, comme j'étais très seul en janvier en expliquant pourquoi Poutine attaquerait l'Ukraine, hein, on était 3-4 à le dire sur la place de Paris. Et puis après, le président Macron a parlé d'économie de guerre pour le monde de l'industrie de défense, avec des idées très intéressantes qui vont dans ce sens-là. Et j'ai le sentiment qu'on progresse vers cette prise de conscience, qui n'est pas pour faire peur, mais qui est pour mettre les enjeux à leur place et pour ne pas laisser le monde de l'entreprise tout seul à se démerder avec ce grand truc. Voilà, pour le coup, le politique a une responsabilité historique. Nous retrouvons l'histoire et le tragique de l'histoire. Nous rebasculons dans l'histoire. Et là, il faut être à la hauteur de ces défis et regarder la merveille de notre rencontre. On se parle, personne ne s'est étranglé, les femmes ne sont pas d'un côté voilées et les hommes de l'autre, il y a des moyens techniques qui nous permettent de dialoguer, etc. Quelle richesse! Eh bien, chers amis, ça a un prix, cela. Et le problème, c'est qu'il va falloir se battre pour préserver ça. Alors, je voudrais laisser un peu de temps pour les questions à la salle. Donc, je vais demander à Sylvie et à Pierre-André de réagir sur cette question du risque à l'opportunité. Est-ce que ce risque que nous percevons peut devenir une opportunité? Alors, on a bien compris le risque. Et puis, je passerai la parole ensuite à Patrick pour conclure et passer aux questions à la salle. Donc, alors, bon, est-ce qu'il y a une lueur pour passer du risque à l'opportunité quand on est une entreprise dans ce monde tel que on l'a décrit? Moi, je trouve que ce soit Michel Barnier ou Pierre Servan, ils ont quand même répondu à la question d'une certaine manière. Et très bien répondu à la question. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est qu'on n'a pas défini la démocratie et qu'est-ce qu'on entend par démocratie. Et Pierre-André l'a évoqué, je pense qu'on ne l'a pas défini parce qu'on ne peut pas le définir. Et si je devais quand même prendre le risque d'une définition, je dirais, mais au fond, la démocratie, c'est cette pratique, sans parler de régime politique, puisqu'on parle de démocratie des entreprises face aux défis démocratiques, c'est cette pratique qui permet l'inclusion et qui permet à tout le monde de s'exprimer et d'exprimer une opinion et, comme vous l'avez très bien dit, d'être dans une salle comme ça, de débattre de sujets extrêmement complexes sans se rentrer dedans. Donc ça, c'est un élément extrêmement important et c'est vrai que c'est
le modèle démocratique, c'est un modèle qui peut être multiforme, qui peut englober des tas de formules, pas meilleures les unes que les autres, pas moins bonnes les unes que les autres. Mais ce qui est certain, et ça nous donne des clés, et je réponds à la question pour passer du risque à l'opportunité, ce qui est certain, c'est que quand il est question de valeur, et attention, valeur ne veut pas dire donneur de leçons ou morale. J'aime pas bien les concepts de diplomatie morale que certains pratiquent très souvent et qui ne servent qu'à donner des leçons aux autres et surtout pas à se les imposer à soi-même, n'est-ce pas, Pierre? Je crois que la démocratie, c'est aussi la capacité à convaincre qu'un certain nombre de valeurs sont des valeurs que l'on doit porter et à les convaincre plus par la pédagogie et le progrès social, politique ou autre, que par la force des ruptures. Je n'ai pas osé le mot révolution, mais vous voyez à quoi je me réfère. Et de fait, quand il est question de passer du risque à l'opportunité, je trouve qu'il faut se garder de porter, d'imposer des valeurs de manière presque dogmatique. Encore une fois, les valeurs, si elles sont bonnes, elles sont convaincantes. Et par la pédagogie, par un travail de fond, on arrive à convaincre et on arrive à aller dans cette direction. Et à quoi je me réfère en la matière, c'est que, au fond, l'Union européenne, pour de très, 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 très bonnes raisons, mais parfois pour de mauvaises, est dans une dynamique de définition et d'imposition de valeurs qui peuvent être une opportunité pour l'entreprise si elles sont pensées, mises en place, réfléchies avec le monde de l'entreprise, dans l'intérêt de l'entreprise, en tenant compte des contraintes de l'entreprise et en s'inscrivant dans un futur tenable et durable, plutôt que si elles sont imposées. Je vais juste faire, pour illustrer ça, je vais juste faire citer un exemple. La question du nucléaire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on le met dans la taxonomie, est-ce qu'on le met pas, etc., etc. Je pense qu'au-delà du choix qui a été fait de l'enlever, puis de l'inclure, puis de peut-être demain de le réenlever ou autre, alors peut-être pas tout à fait demain, mais je pense qu'on a agi, on s'est activé sous la pression de certains acteurs plus aptes et plus à défendre certaines choses, et au détriment peut-être d'une certaine lisibilité et au détriment de l'objectif final qui était la réduction des émissions de CO2. Et en la matière, je rajouterai une dernière chose. Il y a un élément fondamental et qu'il faut bien prendre en compte et qui, moi, me questionne vraiment et me pose une énorme difficulté quand je réfléchis à cette question de la responsabilité des entreprises et aux entreprises face aux défis démocratiques et comment en faire une opportunité, même si je suis convaincue qu'à terme, c'est une opportunité, c'est la question de la concurrence. Et on en revient à cette question de la réciprocité. Et c'est en ça que Michel Barnier, il a aussi répondu à la question, c'est que ces évolutions ne seront une opportunité pour les entreprises que si on inclut les contraintes de concurrence et de compétition auxquelles sont confrontées les entreprises, que si on arrive à les assumer et à finalement porter nos entreprises pour qu'elles ne se trouvent pas face à des distorsions de concurrence qui, à la fin, de toute façon, les pénaliseront durement et seront contre-productives par rapport aux valeurs qu'on défend. Et André, je vous passe la parole. D'abord, je voudrais rassurer, ce n'est pas la question, mais je voudrais rassurer Michel sur l'évolution de la formation dans les écoles. Je préside une chaire à l'ESSEC sur l'entreprise et bien commun. Il y a à peu près la même chose à Subdeco. Et ce que je veux dire, c'est que la demande des jeunes sur ces sujets-là est tellement forte que c'est eux qui poussent les entreprises. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je pense qu'on a changé de monde de ce point de vue-là. Et que le sujet, il est devenu absolument majeur. Deuxième remarque, en chinois, je ne parle pas mandarin, mais le caractère pour crise et pour risque et opportunité, c'est le même. Donc, je trouve toujours ça intéressant. Les entreprises, depuis déjà pas mal de temps, font, et maintenant c'est un exercice qui sont faits au niveau des conseils d'administration, c'est même des cartographies des risques. On passe notre temps à faire ça. Et donc, on analyse des risques en permanence. Et pour reprendre ce que disait Pierre, et j'espère qu'il ne m'a pas caricaturé, je ne suis pas du tout insensible aux valeurs. Je dis que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et on n'arrête pas de faire des cartographies des risques. Et d'ailleurs,
moi, il se trouve que dans la cartographie des risques que j'ai faite pour Saint-Gobain, j'avais mis un risque géopolitique sur la Chine depuis 10 ans. Bon. Mais quand je regarde l'économie européenne et l'économie américaine, aujourd'hui, elle dépend pour une part très, très importante de la Chine. Donc, on est dans la situation dans laquelle on est. Donc, dire on arrête de faire du business en Chine d'un point de vue macroéconomique, ce n'est pas faisable. Par contre, si j'ai des conseils à donner, c'est de faire plus attention. De la même manière que je dis à une entreprise qui est aux États-Unis, attention, parce que les États-Unis ont une pratique d'extraterritorialité. Les sanctions américaines, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, s'il y avait des conflits qui montaient, on sait très bien, en tant qu'entreprise qui ont du business aux États-Unis, on sait très bien ce qu'on fera. Et parce qu'on n'aura pas le choix. Donc, on deviendra américain. Donc, il y a des pays qui sont plus forts que les autres. Et encore une fois, là, c'est le politique qui gagne. Donc, voilà. Mais on n'est pas à un point de départ zéro. On change de monde, je suis d'accord, mais on n'est pas à un point de départ zéro. Alors, exemple moi, je vais revenir, sortir de la géopolitique, mais je vais revenir à un truc que je connais mieux. Exemple, pour moi, majeur de risque qui devient une opportunité, c'est le climat. Le climat, c'est à la fois un risque fondamental et pour beaucoup d'entreprises, alors évidemment, Saint-Gobain, pour moi, c'est notre business à travers la rénovation énergétique, c'est d'améliorer ce sujet. Mais je pense que pour énormément d'entreprises, le sujet, et l'ont compris, de la transition énergétique devient et doit devenir, et en tout cas, celle pour laquelle ce n'est pas le cas, il faut que ça le devienne une opportunité après avoir été un risque. Voilà un exemple. Alors, il y en aura beaucoup d'autres, mais celui-là, je peux vous dire, pour moi, il est central. Je vous remercie. Je voulais demander à Patrick à accepter la lourde tâche d'essayer de faire une synthèse, conclusion, ouverture. Patrick, je vous laisse la parole. On voulait aussi laisser un peu de temps à la salle. Voilà, allez-y. Christine, plus important de laisser aux participants la possibilité d'interagir avec les intervenants. Donc, moi, je vais être d'une synthétique et forcément simpliste et caricaturale à l'extrême de ce fait. Simplement pour rappeler, et ce débat l'a bien montré, que cette complexité du sujet, l'entreprise dans sa confrontation à des principes et des valeurs qui caractérisent quand même nos démocraties. Sylvie a rappelé la différence entre régime et principe. Elle va se poser de manière extrêmement forte aujourd'hui et effectivement, ce basculement que vous avez rappelé, il interpelle les entreprises, mais il les interpelle pas pour dire parce que c'est complexe, on n'agit pas, on maintient les choses en l'état puis on attend de voir ce qui se passe, on passe sous les radars. Non, on essaie de trouver des clés collectives parce que la solution, Michel Barnier l'a évoqué, la solution, c'est pas seul, puisque en fait, c'est pas un couple, je dirais, vertu versus adversité, c'est un couple vertu, entre guillemets, et compétitivité, ça a été bien dit, parce que l'entreprise n'a pas à devenir une ONG du fait que ce monde va vers le chaos. Ça n'est pas si simple. Et donc, en fait, il faut arriver à agir, ce qu'on ne fait pas. Et dans le travail qu'on a conduit à l'IRIS, dans la réflexion sur laquelle on a mobilisé pas mal d'observateurs, on rejoint les travaux d'entreprise et progrès, si vous voulez, c'est qu'on est quand même à un moment charnière, pour résumer, où, en fait, non, l'entreprise n'est pas partie aujourd'hui, au sens dans la vision mondiale, vers pour être un champion de l'autorégulation. Ce n'est pas le cas. C'est pas ce qui se passe. On est dans un mouvement aux États-Unis de SG bashing. On est dans des retours qui sont extrêmement forts pour dire ça suffit. Il faut revenir aux vraies valeurs de création de résultats, etc. Et Larry Fink, le premier BlackRock, a fait un peu son là-dessus, à rectifier les choses. Donc, on est dans une situation beaucoup plus difficile, dans un conflit avec les États-Unis sur ce qu'on va mettre dans les normes, etc. Donc, ce n'est pas simple du tout du point de vue de la normalisation, mais c'est parce qu'on va y arriver du point de vue de cette normalisation et de la régulation, parce qu'on peut y arriver fondamentalement, qu'on peut ajuster ce couple compétitivité et principe de responsabilité. Voilà. Alors, à l'entreprise de progrès, donc, on a essayé d'être nuancé, d'écouter les acteurs qui étaient pour les uns très engagés. Je pense aux propos de Nicolas Terry, patron du Crédit Mutuel, qui pense que vraiment, on n'en fait pas assez du tout sur le terrain de la solidarité et que les entreprises aujourd'hui ont quand même, se réfèrent plus à Friedman aujourd'hui qu'à
cas Freeman sur les parties prenantes, et d'autres, vous-même, Pierre-André, vous nous avez éclairé aussi sur toutes les nuances de la prise de décision et le rôle des actionnaires en la matière. Donc, ce qui est intéressant, c'est pour terminer, c'est que, en fait, si on pouvait être un peu hésitant, si on pouvait avoir un curseur un peu souple et fait d'opportunisme dans les années passées, parce que le sens de l'histoire nous menait sur un progrès un peu linéaire, et qu'on espérait bien, et même y entraîner la Russie et d'autres, et la Chine, c'est plus du tout ce qui se passe. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a une asymétrie totale. Plus les entreprises sont grandes, plus elles sont autonomes. Et je parle sous votre contrôle, mais Saint-Gobain est une entreprise qui vraiment a une très grande marge de manœuvre de définition de sa stratégie et de ses choix. Bon, vous le savez mieux que moi, mais d'autres, en tout cas, sont très autonomes. Facebook est très autonome, Gazprom est totalement autonome, je parlais même le capitalisme d'État, est dans la main. Donc, on a une autonomie des acteurs, on a 75 acteurs dans le monde qui font les 3/4 des émissions de CO2, on a une concentration des choses, et on a donc des situations oligopolistiques qui sont assez fortes aujourd'hui. Donc, on a une situation du monde où les entreprises font l'économie plus qu'elles ne le faisaient avant. Ça, c'est un fait, si vous voulez, qui nous interpelle et qui amène en contrepartie les entreprises qui sont avec des impacts négatifs, pas seulement positifs, à devoir s'investir beaucoup plus dans cette situation-là. Et donc, c'est le sens un peu des propositions qu'on fait un peu dans la vocation d'entreprise et progrès, c'est de dire, attention, il faut que le couple État-entreprise fonctionne mieux pour qu'on aille vers des logiques de partage, de régulation beaucoup mieux travaillées, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, voire même qu'on ait des contreparties. Il ne serait pas choquant que l'impôt sur les sociétés soit corrélé aujourd'hui aux efforts des entreprises sur l'accord de Paris et d'autres choses ainsi. Il y a beaucoup de travaux qui peuvent être faits, d'avancement dans ce domaine, et il serait même souhaitable que la communauté économique, c'est ce qu'essaie de faire l'association, s'engage même plus nettement par rapport à des risques qui sont plus graves qu'avant. Voilà. Et aussi bien le risque climatique, le risque de biodiversité, le risque d'inégalité, etc. Parce que les entreprises ont gagné en puissance, parce qu'elles ont gagné en autonomie, parce qu'elles ont gagné en capacité à faire, et qu'elles ont quand même un partage de la valeur qui est très autocentré. Voilà. Donc, cette lecture du monde aujourd'hui, pas forcément noire du reste, elle est assez réaliste, et encore plus ailleurs qu'en Europe, elle nous amène à tirer dans le sens de donnons-nous des balises, c'est-à-dire à qui on rend des comptes. Jusqu'où on peut aller, et en fait, si on veut se dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd, ou que plus précisément l'entreprise doit véritablement aussi associer sa performance sociétale et sa performance financière, eh bien probablement que ces principes-là et cette prise en charge des grands enjeux qui ne sont pas légers et qui nous menacent tous, eh bien l'entreprise en prenne une part plus grande, puisqu'elle en est certes une causalité, mais une solution, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Voilà, Christine, pas plus. Merci beaucoup, Patrick. On a une fin, pour ceux qui ont le temps, il y a un cocktail à 20h, donc il nous reste une dizaine de minutes, un peu moins, pour répondre à des questions de la salle. C'est toujours difficile de lancer. Merci. Je sais bien, moi aussi. Mais moi aussi, parce que je pense que c'est la réalité plus difficile. Oui, pardon. Bonjour, bonsoir. Dominique Lamoureux, président du Cercle d'éthique des affaires. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais ce qui me trouble, c'est que les grandes questions planétaires qui nous interpellent tous, quels que soient citoyens du monde, réchauffement climatique, les droits de l'homme, question de la corruption, on est confronté aujourd'hui à une crise des grandes institutions multinationales, des grandes institutions, par exemple, du multilatéralisme, fondamentalement, que ce soit l'ONU, pardonnez-moi, y compris l'Europe, et j'ai le sentiment qu'on a une tendance à transférer aux entreprises la responsabilité de la gouvernance du monde. Vous gérez la corruption, loi Sapin 2, vous gérez les droits de l'homme, devoir de vigilance, vous gérez le réchauffement climatique, etc. Et vous avez cette responsabilité, y compris, et c'est la nouveauté, et maintenant vous réglez les problèmes avec la Russie et avec le monde géopolitique. Et là, je pense que, alors, l'illustration, la plus grande illustration de ça, c'est, si vous, ça mérite de le connaître, c'est les 17 objectifs du développement durable déposés
par l'ONU elle-même. D'ailleurs, l'ONU a bien transféré aux entreprises 17 objectifs dont je trouve une dimension parfois non pertinente, sinon même exorbitante. Est-ce que c'est aux entreprises de faire la justice, de faire la paix, la guerre, l'éducation? Je ne crois pas. Et si on demande, et ça je crois que en tant qu'entreprise, oui, soyez responsables, les entreprises, vous avez à être responsables. La gouvernance doit quand même être celle du politique. Sinon, je crains qu'il y a un très grand risque pour nos démocraties. Et là, attention, non, les entreprises ont une mission qui est de fabriquer, produire, vendre, mais pas de s'occuper de la gouvernance du monde. Et en tout cas, pas de résoudre les problèmes démocratiques. On se proposait de prendre peut-être une ou deux autres questions dans la salle et puis d'y répondre en global. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la qualité des débats. Moi, j'avais une question pour Pierre Servant. Sur est-ce qu'on doit choisir avec qui on va commercer? Moi, j'avais l'impression quand même que le commerce, au bout d'un moment, doit amener de la prospérité, sinon il n'y a plus de commerce, et doit amener la paix. Parce on ne fait pas de commerce avec quelqu'un avec qui on est en guerre. Et notamment les exemples qu'on a avec la Russie, là où toutes les entreprises se sont retirées, elles ont été remplacées immédiatement par des entreprises chinoises. Et finalement, ce lien qu'il y avait, ne serait-ce que pour avoir un autre discours qu'un discours de propagande, ce soft power qu'on peut avoir à travers le commerce, disparaît. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution de se refermer sur nous-mêmes et de laisser ce bloc se développer? Donc, voilà, commerce comme outil de paix, comme outil justement d'impact en géopolitique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait justement le contraire? Oui, de toute façon, il nous reste 5 minutes, donc j'ai peur qu'on ne puisse pas prendre une troisième question. Je propose de répondre aux deux. L'entreprise doit-elle et peut-on, en fait, en gros? Très, très rapidement à la première, à la seconde question. Sur la première question, je trouve plutôt que face au retour de la guerre de haute intensité en Europe, c'est vraiment le politique au niveau de l'Union européenne qui a pris la main. Pas seulement d'ailleurs l'Union européenne, parce qu'au niveau des sanctions qui ont été décidées ne sont pas les entreprises qui les ont décidées, c'est vraiment les responsables politiques, étatiques de l'Union européenne, les Américains, etc. Et au-delà, puisque au dernier, attendez, quand est-ce que... Enfin, bon, je suis en train de m'en mêler les pinceaux. Mais donc là, pour le coup, c'est vraiment le politique qui a pris ces décisions et les entreprises qui ont dû s'exécuter avec plus ou moins de facilité. Donc, je trouve que là, c'est plutôt positif. Alors, le problème, c'est qu'il y a certainement une illusion à croire que le commerce permet nécessairement les avancées démocratiques, etc. Parce que ça fait longtemps qu'on commerce avec la Russie et on n'a pas assez lu Anna Politkovskaya, qui a expliqué depuis très longtemps, depuis l'origine du système poutinien, qui a commencé dans une guerre, la guerre de Tchétchénie, dont d'ailleurs certains observateurs se demandent si Poutine ne l'a pas créé pour s'imposer comme chef fort dans la logique de von Moltke que je expliquais tout à l'heure. Et finalement, le commerce avec la Russie, d'abord, n'a pas permis de développer la richesse russe, ça a permis de développer la kleptomanie russe, mais pas la diffusion de la richesse et du développement à la population. Et on a un régime qui est passé d'une démocratie très, très discutable au début à une démocratie-dictature, à une dictature pour arriver à un régime totalitaire aujourd'hui. Donc ça inverse un peu cette croyance que le commerce peut apporter ce développement démocratique. Là, on est confronté à une guerre d'invasion. L'histoire ne se répète pas, mais elle a un sacré parfum des années 30. Je suis très, très frappé du parallélisme avec une autre époque. Voilà, et je suis confus. Je suis obligé d'aller poursuivre ce débat sur LCI. Voilà. Merci en tout cas beaucoup de votre... On hésite entre... On va hésiter entre regarder LCI, te regarder celle-ci, de regarder le match aussi. Non. Ah oui. Merci. Michel Barnier, est-ce que vous voulez peut-être juste rebondir sur cette question-là? Moi aussi, je vais malheureusement être obligé de vous quitter, mais pas pour le match d'ailleurs. Mais oui, c'est au nom de l'idée que le commerce, ça amène la paix, ça amène le progrès, ça permet de nourrir mieux le monde. Cette idée-là qui est devenue extraordinaire au moment de l'implosion du monde bipolaire,
de la fin de la guerre froide, de l'explosion du mur de Berlin. Cette idée-là, elle a provoqué, et moi je la connais bien cette idée, parce qu'elle a été, le mantra, elle a été la ligne bleue de la Commission européenne, des institutions européennes, soutenues par les gouvernements, je vous l'ai dit, pour ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Et c'est vrai que le commerce a provoqué de grands progrès. Il y a 500 millions d'êtres humains qui sont sortis du seuil de pauvreté grâce au commerce. Mais le commerce sans règles, on voit ce que ça donne, ça a donné la crise. Hein. Donc il faut des règles, il faut une gouvernance mondiale qui est affaiblie actuellement pour la raison que vous dites, monsieur, et qui est juste, c'est-à-dire l'affaiblissement du multilatéralisme. Il faut un encadrement du commerce, jusqu'à y compris, quand il y a un conflit comme celui de l'Ukraine, un encadrement strict qui interdit un certain nombre d'actes de commerce à des fins d'ordre politique. Je pense que l'ONU est en crise. Je pense comme vous que ce n'est pas aux entreprises de faire la justice ou la paix. Il y a une gouvernance mondiale qui est fragile, puis la gouvernance de chaque entreprise qui doit s'exercer dans le cadre d'un cadre public. Mesdames et messieurs, vous me permettez juste pour terminer de vous dire ceci. Quand vous regardez les grands défis du monde que vous avez évoqués, le défi climatique qui est le plus grave, le défi de la pauvreté qui s'accompagne du terrorisme, de la corruption, enfin, qui utilise le défi de la sécurité, je viens d'en parler, le défi numérique. Tous ces défis-là, la question qu'on doit se poser, nous, comme citoyens français, c'est comment on les affronte, comment on les aborde, comment on se fait entendre. Voilà. Posez-vous cette question. Dans le monde d'aujourd'hui, moi, je vous dis que sur ces défis-là, qui sont des défis qui viennent souvent d'ailleurs, mais qui nous concernent directement, qui impactent notre vie quotidienne de citoyens, d'entreprise, on n'a plus la force tout seul de réagir, de nous protéger, de défendre nos intérêts. C'est pour ça que si on ne s'appuie pas sur le marché unique européen, en renforçant, en améliorant la gouvernance, en lui faisant prendre d'autres initiatives, je vous le répète, on est foutu. On est définitivement sous-traitant et sous influence des puissances que sont la Chine, les États-Unis d'abord, et puis d'autres encore. Et ce que je veux ajouter, c'est que quand vous regardez les 5 grandes crises qui ont bousculé le modèle européen depuis 10 ou 12 ans, on a plutôt des raisons d'optimisme, y inclus dans l'affaire du Covid, le fait que pour la première fois, on ait décidé d'emprunter ensemble pour investir ensemble. Et pas rien, 750 milliards d'euros. Pour la première fois, les Européens ont décidé d'investir. J'espère qu'ils garderont cette habitude-là pour faire face aux défis du futur. Mais voilà, je pense qu'il y a des raisons d'optimisme et en plus d'être Européen, en plus d'être patriote, si je puis dire. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Désolée, on était un peu court on savait qu'on était beaucoup. Je vous remercie de la participation au débat de l'écoute et du respect de tout le monde. Vu le nombre, ce n'était pas évident et merci beaucoup d'être venu. Merci.